a évacués pour des raisons médicales. Et comme par hasard, ils sont tombés dans mon service. Donc on les a évacués, c'est un samedi matin, on m'a dit, monsieur le professeur, il faudra que vous restiez là, il faudra que vous nous dégagez des lits, parce qu'il y en a vraiment qui sont très mal en point. 5 semaines de jeûne, j'ai dit oui, effectivement. Et puis, bon, d'accord, on les a attendus. Vers 13h, personne. 14h, j'étais toujours là, je suis descendu aux urgences. J'ai vu un type qui avait l'air vraiment malfamé, qui avait une barbe de 8 jours, qui avait l'air sale, qui avait l'air triste, qui avait l'air creusé. Je m'adresse à lui, je lui dis Turc, Turc. Il me regarde comme ça. C'était aux urgences, hein, il était dans le couloir, il était debout. Turc, Turc. Moi, j'attends ma belle-mère. J'ai rien compris, moi. Il accompagnait en fait une personne âgée. Et puis finalement, ils sont venus. Ils sont venus à 4. Ils étaient une trentaine. Ils sont venus à 4. Fringants comme vous et moi, mais sales. Et donc les seuls soins qu'on leur a faits, on les a lavés. Les infirmières ont râlé, on les a lavés, on les a douchés. Et ils étaient comme vous et moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils faisaient le ramadan. Leur jeûne, pour eux, c'était ça, le jeûne protestataire. Ils s'alimentaient la nuit, à l'insu de tout le monde. C'est pour vous dire qu'il y a jeûne et jeûne. Hein. Par contre, le jeûne protestataire existe. Hein. Gandhi, par exemple, a fait un jeûne protestataire vrai. Les militants irlandais de l'IRA, ou les Palestiniens aussi, les militants de l'IRA et d'Irlande contre Thatcher à l'époque, ont fait un jeûne à tel point qu'ils en sont morts, parce que Thatcher, elle n'a pas bougé. Hein. Elle, ils veulent jeûner, mais qui jeûnent? Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, c'est scandaleux, c'est un meurtre d'État. Le jeûne est insupportable, je veux dire, le jeûne protestataire est insupportable, il faut que les gens réagissent d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a des jeûnes partout dans le monde. Hein. Donc, il y a différents types de jeûnes. Il y a le jeûne, si vous voulez, pour des raisons religieuses, spirituelles. Parfait. C'est vrai que alors moi je suis chrétien, je vous l'ai déjà dit, mais nous avons une tradition de saints en chrétienté, de grands saints mystiques qui ne mangeaient pratiquement rien. Très bien, ils se rapprochaient, ils se détachaient des biens de ce monde. C'est bien. Alors, ça les regarde, hein, je dirais. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous concerne vraiment. Il y a le jeûne des religions, dans le bouddhisme, bien sûr, par exemple le régime macrobiotique, dans le bouddhisme, ça consiste à manger de moins en moins pour finalement ne manger presque rien. Et arriver à une espèce de jeûne, là, c'est le 6e état du nirvana. Ok, très bien, moi je comprends, mais je respecte. Vous avez votre jeûne, nous on a, alors les chrétiens maintenant ils ne jeûnent plus vraiment, mais enfin ils avaient une espèce de jeûne un jour. Un jour. Bon, on peut comme ça imaginer des tas de choses. Mais le jeûne thérapeutique, dont on nous parle et que je connais bien parce que j'ai écrit là-dessus, c'est de la foutaise. On ne sait absolument pas si c'est vrai ou si c'est faux. L'idée de départ, c'est le cancer. L'idée de départ, c'est qu'il fallait affamer la tumeur. C'est joli comme idée. Hein. On va affamer la tumeur. Il n'y a pas que la tumeur, il y a aussi celui qui héberge la tumeur. Hein. Donc vous affamez tout le monde pour affamer la tumeur. La tumeur, elle s'en foutait, elle continue à vivre. Hein. Donc ça ne marche pas très bien. Alors actuellement, il y a une équipe... Quoi ? Le jeûne en chimiothérapie. Oui, justement, j'allais dire. Alors actuellement, il y a une équipe qui travaille à Albuquerque aux États-Unis, l'équipe de Deluca, qui développe une idée que le jeûne à des moments précis d'une chimiothérapie facilite la sensibilité des cellules tumorales à la chimie. Alors pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui le dit, qui l'aurait soi-disant démontré sur l'animal, mais ceux qui l'ont fait, pour le moment, il n'y a absolument aucune étude validée. Aucune étude, mais tout le monde le dit, tout le monde en parle. Hein? Et on nous enseigne ça comme la preuve suprême de l'intérêt thérapeutique du jeûne. Apparemment, ça diminue même les effets secondaires de la chimiothérapie. Écoutez, apparemment, ça ne fait rien. Pour la tumeur, ça ne fait rien. Apparemment. Les études qui ont été publiées par Deluca à Albuquerque, ce sont des études chez le rat, avec une tumeur expérimentale. C'est un hépatocarcinome.
Et là, il a constaté effectivement une moindre croissance, une plus grande sensibilité à la chimiothérapie. Et donc, on a là aussi élaboré une hypothèse sur le cycle cellulaire, le cycle de sensibilité à la chimiothérapie. Mais pour le moment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Il n'y a pas une augmentation de l'immunité ou bien une stimulation de l'immunité? Ah non, le contraire. Quand vous jeûnez, ça, paf, ça casse l'immunité, hein, la compétence immunitaire. Alors ça, je peux vous dire que la dénutrition, qui est finalement l'aboutissement du jeûne, il n'y a rien de tel que pour flanquer à plat les défenses immunitaires. Hein. Ça n'aide pas au renouvellement cellulaire? Et ça n'aide pas au renouvellement cellulaire, ça aussi ça a été dit. C'est stimulé, on stimule et les cellules se réveillent et des substances qui... Ça ne marche pas. Pour le moment, il y a deux choses qui ne marchent pas. Il y a ce que vous dites, ça c'est pour prouver que ça ne marche pas. Et la deuxième chose qui ne marche pas, c'est la notion de détox. Vous savez, détoxification. Vous avez entendu ça déjà? La nourriture, des régimes détox. Alors vous mangez ce que vous voulez, et puis alors 3 jours par mois, vous mangez rien, et puis l'organisme se détoxe, les enzymes fonctionnent. Tout le contraire. Tout le contraire. Donc ça c'est du folklore, quoi. Ça repose sur des conceptions théoriques, idéologiques, que sais-je encore. Donc moi je suis un adversaire du jeûne thérapeutique. Et même le jeûne pour maigrir, alors ça... Moi j'avais une malade comme ça, une malade très riche de Strasbourg, qui était diabétique, pas méchant, diabète de type 2, et qui était un petit peu forte. Elle n'était pas obèse, elle était un peu forte. Et tous les ans, elle allait faire une cure de jeûne dans une clinique suisse au bord du lac Léman, qui lui coûtait la peau des fesses, mais comme de toute façon elle était très riche, elle s'en foutait. Et à chaque fois elle revenait, j'ai dit alors ça y est, vous êtes venu, vous allez payer très cher pour jeûner. Puis je dis, ah docteur, vous savez, ça me fait beaucoup de bien, vraiment, très bien, ça fait beaucoup de bien. Enfin, elle perdait 3 kilos et puis elle reprenait 6 après. Donc un jour j'ai dit, alors ça y est, vous étiez à votre cure de jeûne, là, ensuite, ah non, j'ai dit, pourquoi? Ah non, je n'y vais plus. Vous vous rendez compte? Je leur ai demandé, j'étais sur un transatlantique au bord du lac Léman, au soleil, j'ai demandé un verre d'eau, on me l'a apporté et on me l'a facturé 15 francs suisses. Ah non, je ne vais plus, c'est de l'escroquerie. C'est pour vous dire un petit peu, vous voyez. Non, enfin, je crois que très sérieusement, ce discours, je ne l'aurais peut-être pas tenu de façon aussi violente il y a 5 ans. Mais depuis, j'ai travaillé un peu sur le jeûne thérapeutique, parce qu'on m'a demandé de faire un topo là-dessus. Et vraiment, c'est comme la micronutrition, il n'y a rien de sérieux là-dessous. Par contre, le jeûne spirituel, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est pas grave, on peut jeûner, si vous buvez, on peut jeûner, je sais pas, 3-4 semaines sans problème, mais c'est pas conseillé. En général, de toute façon, les gens jeûnent 2 jours, 3 jours, et votre ramadan, c'est pas ce qu'on appelle un jeûne, c'est une privation, c'est-à-dire qu'on vous empêche de manger au moment où vous mangez habituellement. C'est une privation qui est dure, et alors quand c'est en été en plus à 40 degrés, c'est carrément de la torture. Mais le jeûne, c'est... Mais le soir, par contre... Par contre, le but initial du jeûne chez nous les musulmans, c'est le jeûne spirituel. Mais oui, c'est ce que je dis. Moi, je respecte le jeûne spirituel. Pour la bouffe, on va dire que ça ne fait qu'accompagner le jeûne spirituel. Ça, c'est culturel. Oui, tout à fait. Mais pourquoi on se sent bien quand on jeûne? Alors là, je peux vous dire, on se sent très bien quand on jeûne. Alors ça, c'est malheureusement, j'ai eu le problème. C'est que quand vous jeûnez, vous fabriquez des corps cétoniques. Et les corps cétoniques sont des stimulants qui, d'une part, stimulent l'activité, et d'autre part, éveillent la vigilance, et d'autre part, inhibent la sensation de faim. Ce qui fait qu'au bout d'une journée ou 2 journées de jeûne, on a plus très faim et on se sent vachement bien. Et puis ensuite, je veux dire, il y a un autre phénomène qui est un phénomène psychologique, c'est qu'on a l'impression d'avoir gagné quelque chose, une victoire sur soi-même. Oui. On est content de faire ça, on est content de réussir. Vous voyez? Oui. On va peut-être passer à d'autres choses? En général, le jeûne, c'est bénéfique pour la santé. Qu'est-ce qu'il me dit pour la santé que ça fait le jeûne? C'est bénéfique, c'est bénéfique. C'est bénéfique? Par exemple, en cas de pancréatite aiguë, on met le tube digestif au repos. C'est comme pas... non mais attendez voir, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous soignez une maladie ou vous soignez un sujet sain? Quand vous avez une inflammation de l'intestin, une liquide,
ou quand vous avez une pancréatite aiguë, en général, vous n'allez pas lui donner à bouffer vachement. Hein. Vous mettez au contraire le tube digestif au repos Pour et le vous guérir, donnez une nutrition entérale. Le faire gêner comme ça. Pour le guérir, Guérir quoi? Le malade de sa pancréatite. Mais d'accord, mais là, moi, je parle de la population saine, vous me parlez de pancréatite, je ne vous parle pas de pancréatite. Et d'autre part, la pancréatite, je vous défie de faire jeûner les gens. Vous ne leur donnez pas à manger, mais vous leur donnez éventuellement soit en parentéral, soit en nasogastrique, mais vous leur donnez quelque chose. Ah non, ne me faites pas jeûner les pancréatites aiguës, hein, ils n'iront pas mieux. Hein. Il y a des réanimateurs dans la salle, là? Hein? Assure la ration de base. Oui, d'accord, mais enfin, vous ne les faites pas jeûner. Dans ce sens-là, vous les précipitez dans une autre maladie. Donc, non, là, on parlait du jeûne global, du jeûne thérapeutique pour certaines maladies particulières, ok, mais entre le jeûne, on décide de ne pas manger, le jeûne thérapeutique, qui est notamment le jeûne détox, par exemple chez les gens qui vivent bien, puis 3 jours par mois, je ne mange pas, comme ça, je vais aller mieux, mes enzymes vont mieux fonctionner, mon métabolisme. Ça ne marche pas. Pourquoi Marche pas. Alors, on va peut-être poursuivre parce que là. Je ne sais pas pourquoi ça. Maintenant, ça recule. Mince alors. Alors, je vous rappelle que manger, ça sert à se nourrir, ça sert à se réjouir et ça sert à se réunir. Et c'est les 3 ensemble qu'il faut essayer de respecter. Alors comment est-ce qu'on peut rétablir un équilibre alimentaire? Il n'y a pas d'équation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des besoins alimentaires à couvrir. C'est tout. Alors ça ne nous indique pas beaucoup comment faire. On sait aussi qu'il y a une relation entre un certain niveau de consommation de certains aliments et certaines pathologies. Alors pour traduire ça par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est par exemple le problème des acides gras saturés. On sait qu'une alimentation riche en acides gras saturés est habituellement une alimentation hyperénergétique. C'est une alimentation qui est associée à des pathologies comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le cancer. C'est associé. Donc, si c'est associé, on se dit que peut-être il y a une relation de cause à effet. Mais on a du mal à trouver la relation de cause à effet. Et donc, dans le doute, on dit, écoutez, il faut manger moins d'acides gras saturés et avoir une alimentation moins énergétique. Vous savez, en termes de longévité, il y a des tas d'études. Et chez l'animal comme chez l'homme. Et il y a juste 2 expériences que je voudrais vous citer. La première, c'est une étude qui date de 1935 déjà. Quand à une souris sevrée, vous diminuez arbitrairement d'1 tiers la ration alimentaire, hein, donc elle est sevrée, vous décidez arbitrairement que vous lui diminuez son alimentation d'1 tiers sur le plan énergétique. C'est-à-dire on lui apporte tout ce qu'il faut, tout ce qu'elle mange habituellement, mais 1 tiers de moins. Elle vit 1 tiers plus longtemps. En termes de longévité. Alors on se dit, bon, c'est la souris. Alors cette expérience a été reproduite chez toutes les espèces animales, notamment les grands singes. Hein. On va essayer de voir, là ça marche. Et plus vous faites la restriction tardivement, et moins la durée de vie est améliorée. On a essayé de le faire chez l'homme, mais l'homme a un problème, il vit trop longtemps. Alors, on ne peut pas bien vérifier. Il y a une étude en cours qui dure depuis une 30aine d'années aux États-Unis, avec des volontaires qui se restreignent volontairement par rapport à un autre groupe qui ne se restreint pas. C'est une étude qui dure depuis 30 ans. Je ne connais pas les résultats, mais de temps en temps, on nous en parle. Donc vous voyez que la frugalité est peut-être un élément important de l'équilibre alimentaire. Et puis la deuxième expérience, ce sont l'étude des centenaires. Vous savez que dans le monde, il y a des îlots de centenaires. Et il y en a un notamment qui est célèbre, c'est l'archipel Okinawa. Je ne sais pas si vous connaissez Okinawa. Okinawa, c'est un archipel japonais qui se trouve à l'extrême sud du Japon, juste en face de la Chine. Alors ces Japonais ont une particularité, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de centenaires valides. Valides, c'est-à-dire pas des centenaires grabataires, mais des centenaires qui vivent. Et alors, les Américains ont fait en 1975 une grande étude à la recherche du facteur déterminant la longévité. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont été assez déçus.
La seule chose qu'ils ont déterminée, c'est que cette population-là, les Japonais ne mangent pas beaucoup, hein, vous savez, les Japonais sont assez, c'est pas des grands vivants, hein, mais ils mangent à peu près 300 calories de moins en moyenne par jour que les Japonais. C'est-à-dire qu'ils mangent à peu près 1200 calories par jour. C'est pas beaucoup. Hein. 1200 calories, nous, c'est un régime hypocalorique. Hein. Et ces gens-là vont bien. Et ces gens-là vivent longtemps. Et alors, on s'est intéressé à un facteur de longévité qui est le télomère. Je sais pas, vous connaissez les télomères? Au bout des chromosomes, vous avez des petits bouts là qu'on appelle des télomères. Et ces télomères diminuent avec l'âge. Parce qu'il y a une télomérase qui est active et qui grignote une partie de l'ADN, des chromosomes. Et on a constaté que plus les gens étaient malades, de vieillesse, plus les gens mouraient jeunes, et plus leur télomère était court. Eh bien, à Okinawa, les télomères sont plus longs que chez les autres Japonais. Et on a constaté, dans d'autres populations, que les télomères sont d'autant plus longs que l'alimentation est plus frugale. Alors attention, quand je dis frugale, ce n'est pas la famine. Hein. Ce sont des gens qui ont de quoi manger. Ce sont des gens qui mangent de tout. Ce sont des gens qui ont une alimentation coutumière tout à fait correcte sur le plan de l'équilibre alimentaire et sur le plan des apports. Ils couvrent leurs besoins, mais ils les couvrent au minimum. Et donc le message que je suis en train de vous faire passer, si vous voulez vivre longtemps, mangez peu. D'accord ? Donc on revient là à une alimentation à faible densité énergétique. Voilà les pistes que l'on a en termes de longévité. Alors pour traduire ça dans la réalité, c'est vachement difficile. Alors on se raccroche à d'autres études. On cherche des populations bien portantes par rapport à des populations mal portantes. Alors quelle est la population mal portante de référence? C'est souvent les Américains ou encore les Scandinaves. Et donc on les compare à d'autres populations. Et quelle est la population émergente comme population exemplaire? Eh bien, c'est le régime méditerranéen. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette idée de régime méditerranéen? Vous êtes presque méditerranéen, vous? Pas tout à fait, mais vous êtes les deux. Vous avez les deux, vous, hein. Vous jouez sur les deux. Hein. Vous avez l'Atlantique et la Méditerranée. Et puis, en plus, vous avez des montagnes. Voilà. Donc, les régimes méditerranéens, ça vient d'une belle histoire. Je ne sais pas si j'ai les diapos ici, je ne crois pas. Ça vient d'une belle histoire d'un monsieur qui s'appelle Ansel Keys, K-E-Y-S, qui est un Américain, qui en 1960 a fait une étude épidémiologique très simple. Je vous ai dit que ce matin que les Américains étaient obsédés par l'infarctus du myocarde. Donc, le gars, il a dit, je vais prendre la mortalité par infarctus du myocarde dans toutes les nations où on la connaît. Et je vais comparer ça aux aliments, au style nutritionnel. Et donc il a travaillé en Crète, d'où le nom de régime crétois, vous avez peut-être entendu parler. Il a travaillé en Italie du Sud, il a travaillé en Finlande, en Yougoslavie, au Japon, aux États-Unis. Et il a pu tracer une droite entre la mortalité par maladie coronarienne et la consommation de graisses saturées. Et il a aussi montré que l'endroit au monde qu'il étudiait où on mourait le moins d'infarctus du myocarde, eh bien c'était la Crète. Et il a dit, ben voilà, c'est ce qu'il mange. Et c'est comme ça qu'il a inventé le régime crétois ou méditerranéen. Alors c'est quoi? C'est un régime qui est à base... L'huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive, Le thé, fruits et légumes. poisson. Le thé. Non, il n'y a pas de thé. Poisson. Poisson, céréales, avec des fibres, des graines, différentes, des amandes, des olives, et puis des choses arrantes, du pourpier. Le pourpier, c'est une mauvaise herbe. Hein. Chez nous, c'est une mauvaise herbe. Là, c'est une salade qui est très riche en oméga 3, justement. On en mange. Vous en mangez, oui, c'est bien. Mais nous c'est des mauvaises herbes. Et puis, un escargot particulier, un petit escargot typique de la Crète. Vous mangez aussi des escargots. C'est un peu ce type. C'est riche en magnésium.
Oui, d'accord, mais là, c'est pas que c'est riche en magnésium, c'est que c'est un petit escargot qui est riche en oméga 3. Et ça, M. Anselcase ne le savait pas en 1960. Et donc, il a décrit un régime idéal en disant, ben voilà comment il faudrait manger. Alors, les Américains leur ont dit, d'accord, mais nous, c'est nous, les escargots, le pourpier, les fibres, bon, c'est pas d'autres trucs. Hein. Donc, vous voyez que quand on essaye de définir un régime, un modèle, comme ça, il faut qu'il tienne la route au fil du temps. Alors, le bénéfice, c'est que le régime méditerranéen tient la route depuis 1960. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a fait des études, et il y en a une toute récente qui est parue, c'était fait en Espagne, avec une étude qui s'appelle Predimed, ça marche bien, ça prévient un bon état de santé, moins d'obésité, moins de diabète, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, et ça tient plutôt bien la route. Donc ce modèle méditerranéen pourrait être un modèle d'équilibre alimentaire. Donc j'ai donné deux pistes déjà, je vais donner la piste de la frugalité et je vais donner la piste du régime méditerranéen. Alors les repères, vous les connaissez, hein, les repères, quand on veut faire un équilibre alimentaire, il faut apporter à peu près 50 à 55% de glucides, 35 à 40% de lipides et 11 à 15% de protéines. Ça, c'est les repères. Ensuite, les recommandations nutritionnelles, les références nutritionnelles pour la population dépendent de l'âge, mais ça, on ne va pas s'en préoccuper ici. Et puis, il faut répartir les nutriments énergétiques en pourcentage de l'apport énergique total. Hein. Et donc, vous voyez que pour les lipides, on va juste regarder ici les lipides, vous voyez que les acides gras saturés sont aux alentours de 10, là c'est 12, aux alentours de 10%, et on va même plus loin maintenant, alors ça c'est les toutes dernières recommandations, on va même plus loin, on vous dit, attendez voir, il y a des acides gras saturés qui doivent être vraiment en dessous de 8%, c'est le palmitique, le myristique et le laurique. Mais ça c'est de la nutrition savante, ça n'a pas d'intérêt en pratique. Il faut des acides gras à type d'acide oléique, donc d'huile d'olive, aux alentours de 15 à 20%. Il faut de l'alpha-linolénique à hauteur de 1%, du linoléique à hauteur de 4%, du DHA et de l'EPA à hauteur de 500 mg. Voilà ce qu'on attend dans notre assiette. C'est des nutriments, mais ce n'est pas des aliments. Alors, il faut aussi conjuguer l'ensemble des classes alimentaires. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait en fonction d'une comptine d'enfants. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça au Maroc, mais... Non, bien sûr, vous utilisez au Maroc, mais je veux dire les comptines. Par exemple, nous, en France, il y a une expression, c'est « pousse, je passe hein ». Couramment, on dit « pousse, je passe, je passe ». Eh bien, pousse, je passe les graisses. Les graisses visibles, les graisses apparentes, en dehors des graisses d'usage, d'assaisonnement, pour bonifier les aliments, il ne faut pas les manger. Il faut manger du lard, par exemple, il ne faut pas manger du saindoux, il ne faut pas manger du beurre comme ça, il faut l'utiliser comme assaisonnement pour tartiner éventuellement ou pour agrémenter un plat. Ensuite, l'index, on montre du doigt. Il faut aussi montrer du doigt hein, avec l'index. L'index, je montre du doigt les féculents. Il faut manger des féculents. C'est notre source d'énergie numéro 1. Alors les féculents, c'est les céréales, c'est les patates, c'est les légumineuses, c'est les féculents. Hein. Ils apportent de l'amidon. 3 majeurs. Le majeur, ça s'appelle le majeur. Donc ce qui est majeur, ce qui est essentiel, c'est l'importance majeure des fruits et légumes. Ça, c'est une classe alimentaire dont vous avez compris maintenant pourquoi elle est importante, hein, puisqu'elle apporte les micro-constituants, les vitamines, les micronutriments d'une façon générale, les fibres, et surtout, elle apporte du volume sans calories ou très peu de calories. Donc on se rapproche là de l'alimentation frugale. Donc ça, c'est essentiel. Quatrièmement, je ne sais pas, vous portez la bague l'annulaire aussi, l'alliance, hein, c'est bien à gauche. Faites comme les Français, là. On se marie encore au Maroc? Oui, ça dépend. Non, je ne sais pas, parce qu'en France, on se marie presque plus. Mais... On commence à divorcer. Oui, j'ai vu que votre roi divorce, dites donc. C'est scandaleux, qu'est-ce qui se passe, là? C'est vrai qu'il divorce? Pourquoi c'est scandaleux? C'est un être humain. Mais je ne sais pas, moi, c'est mon chauffeur hier qui m'a dit je suis choqué parce que le roi divorce. On commence à se libérer, à l'image de notre roi. D'accord. Donc, toujours est-il que l'annulaire, restons-en encore à l'ancienne formule, c'est le symbole de l'alliance, c'est l'union. Et donc, il y a une union sacrée, c'est les viandes, les œufs et le poisson, c'est les protéines. Mais ces protéines, c'est toujours protidolipidique. Hein.
Quand vous mangez un œuf, vous ne mangez pas le blanc d'œuf et vous jetez le jaune d'œuf. Un œuf, c'est un œuf, sauf quelques préparations particulières. Et ensuite, l'auriculaire. Alors nous, en France, on a une petite comptine, le petit doigt pour ne pas oublier. Tu en parleras à mon petit doigt, le petit doigt évitera d'oublier, etc. Je sais pas. Et donc le petit doigt, ne pas oublier les laitages, parce qu'on a actuellement une tendance à ne plus consommer de laitage. Donc vous voyez que vous avez là 5 classes alimentaires qui sont le témoin de la diversification et qui en même temps permettent de donner un petit peu une hiérarchie. Vous avez aussi des éléments de référence pour la composition des repas. Comment composer un repas? Alors un repas traditionnel en France, c'est une entrée, si possible de crudité, un plat mixte, c'est-à-dire à la fois des protéines sous forme de viande, de poisson ou d'œuf, et puis des féculents, et puis des légumes sous forme de salade ou sous forme de légumes cuisinés. Ça, c'est le plat de résistance. Et puis ensuite, vous avez un laitage, c'est-à-dire c'est un yaourt, c'est du fromage, et ensuite vous avez un dessert. Souvent d'ailleurs, le fromage et le laitage font office de dessert. Mais si c'est un dessert, a priori c'est un fruit. Là, je vous ai dressé, ça devrait être un fruit. Et là, je vous ai dressé un petit peu le panorama de ce que c'est qu'un repas varié. Alors on peut exprimer ça sous forme de portions. Et il y a un système qui s'appelle le 421 GPL, c'est un petit jeu, hein. Le 421 GPL, c'est 4 parts de glucides, 4 portions de glucides. Alors vous voyez, on joue un peu sur les mots. Les glucides, c'est les crudités, hein, c'est les fibres, c'est les crudités, c'est-à-dire ce n'est pas des glucides sucrés, c'est des hydrates de carbone. Hein. Ensuite, c'est des crudités, c'est-à-dire c'est des légumes cuits. Hein, je ne sais pas, les choux de Bruxelles, par exemple. Vous mangez ça, les choux de Bruxelles? Oui. Ensuite, c'est les féculents. Alors, ça peut être le couscous, ça peut être les lentilles qu'on a mangées à midi, ça peut être... ou les haricots blancs, voilà. Ou les pois chiches, exactement. Et puis ensuite, ou les patates, hein, on mange des patates aussi, mais pas forcément des frites. Hein. Et ensuite, un produit sucré pour le plaisir. Donc ça, c'est les 4 portions de glucides. Ensuite, vous avez 400... Non. J'ai pas compris. Il ne faut pas manger dans un seul repas du sucré en même temps. Ah si, vous pouvez manger du sucré, le dessert peut être sucré. Parce qu'on dit qu'il y a une grande fermentation. Oh non! Vous savez ce qui fermente? C'est pas le sucre, parce que le sucre il est absorbé. Ce qui fermente, c'est les féculents. Quand vous mangez, je sais pas moi, des haricots, tiens, des haricots secs, quand vous mangez des lentilles, quand vous mangez du pain, ça peut fermenter, effectivement. C'est l'association qui fermente. Non, c'est simplement parce que c'est mal absorbé. Ce qui arrive dans le côlon et qui n'est pas absorbé va fermenter. Donc, vous avez 421 GPL, 4 parts de glucides. Vous avez vu comment c'est formulé. C'est une manière de retenir les choses. 2 parts de protéines, c'est-à-dire une portion lactée et une portion non lactée. Donc ce sont des protéines animales, hein, 2 portions. Ensuite, vous avez le L pour les lipides, le 421 pour les lipides, et pour les lipides, eh bien, on distingue 2 portions, enfin 2 demi-portions, pardon, ça fait 1 la somme, une demi-portion pour les graisses de constitution des aliments, hein, pardon, excusez-moi, je dis bêtise, une portion pour les graisses d'addition, sous forme de graisse animale, et une portion d'addition, une demi-portion d'addition sous forme de graisse végétale. Voilà une manière, des huiles autrement dit, voilà une manière, si vous voulez, de concevoir un équilibre alimentaire, toujours sur des bases rationnelles. Vous voyez que c'est artificiel, que c'est difficile. Voilà un exemple, par exemple, de structuration des repas avec le 421 GPL. Vous voyez, à gauche, vous avez les 4G, hein, petit déjeuner, déjeuner ou dîner, avec les classes crudité, céréales, crudité, produits sucrés. Hein. 2 parts de protéines, lactées, non lactées, et une part de graisse animale, enfin une demi-part de graisse animale et une demi-part de graisse végétale. Et voilà ce que ça peut donner, en sachant que les graisses, ici, c'est des graisses d'addition, c'est-à-dire c'est des graisses d'assaisonnement
pour améliorer la texture des repas, l'appétence des repas. Ça, c'est une manière de présenter. Et alors, vous avez des combinaisons. Vous pouvez combiner, par exemple, facilement. Attendez, je me trompe. Vous pouvez combiner facilement, par exemple, les glucides, soit sous forme de pommes de terre, soit sous forme de céréales ou de légumes secs. Vous voyez ici, ou alors vous pouvez mixer les deux en associant cela à de la viande, de la charcuterie du bœuf ou à un poisson. Ensuite, vous avez les légumes verts qui sont en dessous. Ensuite, vous avez les fruits. Eh bien, vous voyez que si vous prenez ce bloc-là, eh bien, vous avez une diversité alimentaire qui permet d'espérer atteindre un équilibre. Et en France, on a mis au point un programme national de nutrition santé que vous utilisez au Maroc également, qui a fait une hiérarchisation des différents aliments et qui vous met en termes de volume, d'importance, la base de la pyramide, avec beaucoup d'aliments, et la pointe de la pyramide. Et si vous regardez la base de la pyramide, eh bien vous avez l'eau à volonté, vous avez à chaque repas des céréales ou des féculents, 4 à 6 parts par jour. Ensuite, à l'étage du dessus, vous avez 5 parts par jour de légumes et de fruits. 5 fruits et légumes par jour, c'est un slogan en France dont tout le monde se moque, mais c'est un slogan qui n'est pas si idiot que ça, parce que globalement, les hommes en France consomment 2,8 fruits et légumes par jour, et les femmes 3,6. Donc quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est une manière de booster vers le haut. Ensuite, vous avez 2 à 4 portions de produits laitiers par jour. Actuellement, on dit plutôt 2 à 3. Et enfin, au-dessus, vous avez la viande, le poisson ou l'œuf, une fois par jour. Alors en France, on en mange largement 2 fois par jour, hein, mais une fois par jour suffirait. Enfin, les matières grasses et les produits sucrés, dont il faut absolument limiter de façon volontaire la consommation. Ça, c'est des repères de consommation, c'est la même chose. Voilà une répartition au niveau des calories, cette fois-ci. Déjeuner, dîner, souper, collation. Tout ça, c'est des mots qu'il ne faut pas dire. Alors, déjeuner, c'est petit déjeuner, hein, excusez-moi. Le dîner, le souper, c'est un truc qui est canadien, en fait. Donc, ils n'appellent pas ça comme nous. Hein. Le déjeuner, c'est le petit déjeuner, le dîner, c'est le repas de midi, et le souper, c'est le repas du soir, et la collation, c'est entre les repas. Alors, voilà une formule de répartition qui vaut ce qu'elle vaut. En sachant que les collations sont globalement inutiles. Nous admettons, sur le plan nutritionnel, qu'une collation ne sert à rien, sauf pathologie particulière comme un diabète, lorsqu'on a, je sais pas, une tendance à faire une hypoglycémie. Chez les enfants, on considère que les collations sont inutiles. Notamment la collation du matin ne sert à rien si le petit déjeuner est pris. La collation de 4 heures ou de 5 heures ne sert à rien sur le plan nutritionnel, sinon à couper un petit peu la journée, à délivrer un message d'affection pour l'enfant, parce que manger c'est aussi un geste affectif, mais ça ne sert à rien sur le plan nutritionnel. Pour les boissons, je dis c'est l'eau, hein, sachant qu'on part sur la base de 2 litres par jour, en considérant qu'il faut au moins 1 litre de boisson en tant que tel, en sachant qu'un autre litre est apporté par les aliments, en incluant dans ces aliments, par exemple, la boisson du petit déjeuner. La boisson du petit déjeuner n'est pas une boisson à part, c'est une boisson incluse dans le petit déjeuner. Et donc il faut à peu près 1 litre de boisson sous forme de liquide dédié. A priori, c'est de la flotte, hein, c'est pas du coca, c'est même pas du coca édulcoré, c'est pas du lait, c'est de l'eau. C'est pas du vin, c'est pas de la bière. Hein. Même s'il y a tout un discours santé sur le vin. Hein. Le lait, c'est pas lui. Comment ? Le lait, c'est pas lui. Le lait, il est dans le petit déjeuner, par exemple. Hein. Mais le lait n'est pas une boisson désaltérante. Mais pour certains, si. Certains considèrent qu'ils boivent du lait, ça les regarde. Mais ce n'est pas la recommandation qu'on peut faire. C'est une boisson qui est riche en graisse, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait des protéines. C'est une boisson nutritive. Et donc, à ce titre-là, elle a sa place, par exemple, au petit déjeuner.
rentre pas dans le calcul de 2 litres d'eau. Si, ça rentre dans le calcul des 2 litres, mais ce qui rentre dans le calcul des 2 litres, je vous dis, c'est les aliments et la boisson. Et la boisson elle-même, stricto sensu, c'est à peu près 1 litre. Bon. Alors, si vous buvez plus, quand il fait chaud, c'est normal, il faut s'adapter. Si vous buvez plus parce que vous avez fait une activité physique, il faut s'adapter. Mais en tout cas, il faut vraiment faire la guerre aux boissons qu'on appelle boissons rafraîchissantes, sucrées, sans alcool, qu'on appelle les BRSA. Il faut vraiment faire la guerre à ça. Et c'est une tendance très forte, très lourde. Hein. Il y a un marketing effréné à ce niveau-là. Nos enfants, nos ados et même les adultes succombent de plus en plus à cette habitude qui est mauvaise. D'accord? Enfin, je sais pas. Il faut vraiment essayer d'éviter ça. Alors, quelles sont les recommandations globales? Toujours pour l'équilibre alimentaire, vous avez compris qu'on a du mal à le définir de façon stricte sans sucre, ça dépend du modèle alimentaire. 5 fruits et légumes par jour, 2 produits laitiers, surveiller son poids, bouger chaque fois que c'est possible, limiter le temps passé devant un écran, et ça aussi c'est un vrai problème qui fait partie de la nutrition, de l'alimentation, du mode de vie. C'est le temps passé devant les écrans. Quand vous prenez des statistiques qui sont faites régulièrement, vous voyez que le temps passé devant un écran ne cesse d'augmenter. Alors d'abord, il y avait l'écran de télévision, maintenant il y a l'écran des tablettes, l'écran des smartphones, l'écran des jeux vidéo. L'écran prend une place de plus en plus considérable. Et en principe, sauf avec le smartphone, quand on regarde un écran, on ne marche pas. Et quand on marche avec un smartphone, c'est carrément dangereux. Hein? Quand on roule avec un smartphone ou quand on marche avec un smartphone, c'est dangereux. Je ne sais pas si vous avez frappé, moi je m'aperçois quand je me promène dans ma bonne petite ville natale, j'ai tout le temps des jeunes femmes, parce que surtout les femmes, d'ailleurs c'est fou, qui ont le nez plongé dans leur smartphone et qui avancent droit devant, puis il faut les éviter. Hein. On voit même des gens, on voit même des cyclistes qui ont le nez plongé dans leur smartphone. C'est assez extraordinaire. 2 produits laitiers. Comment? 2 produits laitiers. Écoutez, c'est les dernières recommandations. Alors ça, c'est parce que... Parce qu'il y a une grande... il y a une grande offensive contre le lait. Et donc, initialement, c'était 2 produits laitiers. Initialement, c'était 3 produits laitiers par jour. Un laitage, sous forme de lait, et puis 2 produits laitiers sous forme de yaourt ou sous forme d'entremets lactés. Et alors, il y a eu une offensive violente en France contre ce discours, en disant que ça faisait le bénéfice des industriels. Et en France, on a un grand industriel qui est Danone, que vous avez aussi ici. Hein. Et donc, je sais que vous avez mené une action contre Danone aussi. Hein. Vous avez boycotté les produits, je crois. Eh bien, en France, la tentation de boycotter Danone était la même. Pourquoi? Parce que Danone est le symbole d'une alimentation. Alors, c'est assez marrant parce que Danone a la volonté de faire une alimentation santé. Son créneau, c'est l'alimentation santé. Ben, il faut faire du business avec ça, mais c'est son créneau. Et c'est ce qu'on lui reproche le plus. Donc, le souci de Danone, c'est d'apporter des aliments sains. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aliment sain quand il est industriel? C'est autre chose. Mais toujours est-il qu'en France, il y a une levée de bouclier contre le lait, contre les produits laitiers, à cause des industriels laitiers. Il y avait deux industriels qui sont là. Un site, c'est Lactalis, que vous ne connaissez peut-être pas. Oui. La marque Président, vous connaissez? Oui. Ça, c'est Lactalis. Et d'autre part, Danone. Et donc, il y a eu des offensives violentes, ce qui fait que les promoteurs de ce PNNS sont reculés. Vous, scientifiquement, est-ce qu'il y a scientifiquement... Scientifiquement, on n'a pas d'argument scientifique fort, sinon l'apport calcique. Si on veut effectivement apporter les 800 mg de calcium par jour, de calcium bien assimilable, 1200 mg chez les personnes âgées, 800 mg chez l'adulte d'âge moyen, 1200 mg chez la femme enceinte, on ne peut pas faire autrement qu'avec des produits laitiers. Ou alors des suppléments de calcium. Et ça, c'est plus de la nutrition. Les comprimés. Oui, mais les comprimés, d'accord, mais c'est plus de la nutrition, ça. Oui. Les fromages. Oui, le fromage, c'est bien, mais c'est gras. C'est gras. Mais c'est bien. Alors, de toute façon, il y a un discours qui est en train de changer autour des graisses des produits laitiers, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des acides gras saturés spécifiques des produits laitiers qui sont plutôt ou neutres ou favorables sur le plan cardiovasculaire. Vous avez l'acide vaccinique ou l'acide ruménique, par exemple, acide vaccinique ou ruminique, qui sont des acides qui seraient plutôt protecteurs cardiovasculaires, bien que saturés. Et ce sont des acides gras spécifiques du lait et notamment des fromages.
Mais là, c'est un peu trop tôt pour l'affirmer, mais c'est une tendance. Oui? Il y a une étude qui corrèle la consommation de produits laitiers au cancer de la prostate. La corrélation entre les produits laitiers et... Le cancer de la prostate. Ah oui! Vous n'avez pas de prostate, vous? Non, je merci. Bon. Alors ça, c'est le calcium. C'est le calcium. On pense que l'excès d'apport calcique est de nature non pas à initier le cancer de la prostate, contrairement à ce qu'on a dit, mais qui est de nature à favoriser la dissémination d'un cancer existant. Alors, c'est des travaux qui sont discutables, mais c'est des travaux qui existent et donc on ne peut pas complètement les ignorer. Mais donc, ce n'est pas un initiateur de cancer de la prostate, mais ce serait un disséminateur éventuel. Et c'est non pas les produits laitiers, mais c'est l'apport calcique, puisqu'on a le même effet lorsqu'on justement on apporte du calcium par des comprimés. Et en général, c'est pour un apport calcique supérieur à 2 grammes à 2,5 grammes par jour. Alors, rares sont les hommes qui consomment 2 grammes à 2,5 grammes de calcium par jour. Ils sont plutôt largement en dessous. Ça s'applique à tous les cancers ostéophiles, en fait. Non, non, ça s'applique pour le moment uniquement au cancer de la prostate constitué. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui provoque le cancer de la prostate. Ça, on le sait maintenant. Ensuite, il faut manger varié, ça vous l'avez compris. Oui. Concernant la consommation de la viande rouge, est-ce qu'il faut limiter la consommation? Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre J'ai pas compris. la viande rouge? Oui. On conseille à nos malades. Ah oui, alors la viande même rouge, alors voilà, voilà un exemple, très bien la viande rouge. Alors, vous savez qu'on est, j'en parlerai plus tard quand je parlerai du cancer, mais vous savez qu'il y a un problème important, c'est le cancer. Et qu'il y a l'OMS, qui a une agence qui s'appelle le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon en France, mais qui est un centre international, le CIRC, c'est un grand cirque. Et ces gens-là passent leur temps à établir des relations entre le cancer et des agents favorisant le cancer. Quoi que ce soit. Alors je peux dire que la sédentarité est un facteur de risque du cancer. Le cancer du côlon a beaucoup intéressé tout le monde depuis longtemps. Et pendant très longtemps, on a dit les fibres protègent du cancer du côlon. Manque de bol, ça ne marche pas. Expérimentalement, ça ne marche pas. C'est même comme ça que la théorie des fibres, la théorie de Burkitt des fibres dans les années 60 s'est installée. Vous mangez des fibres, vous ne faites pas de cancer du côlon. Ça ne suffit pas. Ensuite, il y a eu l'alcool et le cancer du sein. Vous buvez un demi-verre de vin, ça augmente le risque de cancer du sein. Ça ne tient pas bien la route. C'est pas génétique? Oh, comment? C'est pas génétique? La survenue de cancer n'est pas génétique. Non, mais ça c'est génétique. Je ne parle pas de la génétique, là. Je parle des cancers acquis indépendamment de l'aspect génétique. À l'époque, on parle du cancer des seins en rapport avec la femme qui est cancéreuse du sein, probablement qu'il a sa mère. Non, non, bien sûr, il y a une part génétique, on est tout à fait d'accord. La mutation BRCA, tout à fait d'accord. Mais là, c'est pas génétique. Là, c'est vraiment c'est l'aspect environnemental, si vous voulez. Alors, il y a peut-être une prédisposition génétique pour exprimer le côté environnemental. Mais là, on cherche des relations, si vous voulez, entre le mode de vie, donc l'alimentation, l'activité physique, l'exposition à certains toxiques et les cancers. Et alors, le dernier problème qui a beaucoup agité, eh bien, c'est le cancer du côlon et la viande. Alors ça, on y était depuis un certain temps, on tournait autour, mais on n'arrivait pas. Et puis finalement, on a fait la technique des méta-analyses. Méta-analyse, c'est on prend plein d'études, on les mélange et on regarde ce que ça donne. Et donc, le CIRC a classé la viande rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que la viande rouge? C'est pas la volaille, hein, mais c'est toutes les autres viandes. Classer la viande rouge comme agent cancérogène probable. Vous savez, c'est une classification. Et pourquoi, comment? Alors, il y a des tas d'explications qui tiennent plus ou moins la route. Toujours est-il qu'on limite aujourd'hui, officiellement, la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine. 500 grammes par semaine, vous voyez, ça fait pas énorme. Hein. Alors que vous mangez du mouton, de l'agneau ou que vous mangez du bœuf, c'est pareil, c'est de la viande rouge. Hein. Et puis à côté de ça, vous avez la viande transformée. Alors qu'est-ce que c'est que la viande transformée? C'est la charcuterie. Alors, la charcuterie au sens commun du terme, la saucisse, si vous voulez. Ou les terrines, enfin je sais pas, en France, il y a une grande tradition de charcuterie. Vous, c'est un peu moins, mais
Toujours est-il que cette charcuterie, en Allemagne, une tradition de charcuterie fantastique, hein, et donc là, le cirque a décidé que la charcuterie est un cancérogène certain. Et il a limité l'apport à 150 grammes. Et il a dit, 150 grammes par semaine, hein, pas par jour. Et il a dit que c'est les nitrites qui sont contenus dans la charcuterie qui sont responsables de ce pouvoir cancérogène. Or, les nitrites ne sont pas cancérogènes par eux-mêmes. Les nitrites sont cancérogènes par transformation en nitrosamines. Et effectivement, les nitrosamines sont des cancérogènes. Pourquoi est-ce qu'il y a du nitrite dans la charcuterie? Parce que si vous ne mettez pas de nitrite dans la charcuterie, c'est un conservateur. Si vous ne mettez pas, la charcuterie, au lieu d'être rose et appétissante, ou le jambon, par exemple, vous avez déjà vu, vous avez vu le jambon, hein, comment il est fait, quelle que soit son origine, il est toujours un peu rose. Et si vous enlevez le nitrite, il est gris. Et personne ne l'achète. C'est un vrai problème. Donc on ajoute quelque chose pour conserver plus longtemps. Donc la date limite de consommation est plus longue. Et actuellement en France, il y a une société qui s'appelle Fleury-Michon qui a fabriqué un jambon sans nitrite. Alors du coup, la date de consommation n'est plus de 10 jours, mais elle est seulement de 4 jours. Et la date limite de consommation, et d'autre part, il est gris. Et donc personne ne l'achète. Sauf peut-être les orthorexiques. D'accord? Donc c'est un vrai problème. Donc la viande rouge, il faut en manger moins. Alors on ne sait pas encore très bien quelles sont les substances qui pourraient éventuellement favoriser ce cancer. Il s'agit principalement de cancer du côlon. Et d'autre part, la charcuterie, eh bien, il faut vraiment en manger beaucoup moins. Donc 500 grammes par semaine pour l'un, 150 grammes par semaine pour l'autre. C'est pas beaucoup. Et comme par ailleurs on vous dit qu'il faut manger, vous avez vu dans ce que je vous ai montré, dans le PNS, vous dit les produits à type de viande, de poisson, d'œufs, finalement une fois par jour ça suffit. Finalement on y arrive assez bien. Si vous prenez du poisson et de la viande et un peu de charcuterie de temps en temps, vous arrivez à peu près à cela. Alors ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le problème de ces études, c'est toujours des études qui sont faites par quintile ou par quartile. Alors qu'est-ce que c'est qu'un quintile ou un quartile? C'est 20% ou 25% d'une population. C'est qu'on prend les 25% les moins consommateurs, qu'on compare aux 25% les plus consommateurs. Et on regarde les différences. Alors c'est forcément un peu biaisé parce qu'on prend ceux qui mangent vraiment beaucoup par rapport à ceux qui mangent vraiment peu. Et alors on tire des conclusions de ce genre de choses. Donc toutes ces études nutritionnelles sont toujours à prendre avec beaucoup d'esprit critique. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas manger de la viande n'importe quoi, n'importe comment, hein, il faut en manger de temps en temps. La charcuterie, il ne faut pas en manger tout le temps, il faut en manger vraiment de temps en temps, pour le plaisir, dans le cadre d'une variété alimentaire, dans le cadre aussi d'un environnement, parce qu'il faut vous dire aussi, et ça ils ne vous le disent pas dans le cirque, mais les mangeurs de viande ne mangent pas de légumes. Les gros mangeurs de viande, vous avez peut-être déjà remarqué, ils ne mangent pas de légumes. Or, les légumes sont protecteurs. Donc on pourrait imaginer une alimentation où bien qu'en mangeant plus de viande, si on mangeait davantage de légumes, eh bien on serait mieux protégé. Et toute la complexité du discours nutritionnel, c'est précisément de faire la part des choses entre un aliment et un mode alimentaire et une maladie. C'est pour ça que moi j'aime assez le coup du régime méditerranéen, parce qu'il permet justement de concilier un modèle alimentaire et non pas seulement juste... Alors, améliorer les densités, ça aussi c'est important, je vous en ai parlé ce matin, hein. Vous avez compris le principe maintenant. Je voudrais bien vous apporter la preuve de ce que je dis. Voilà deux plats qui apportent, regardez, 600 calories. Regardez à gauche, regardez à droite. À gauche, ça pèse 700 grammes. Et à droite, ça pèse 265 grammes. Et ça apporte 600 calories chaque fois. Vous voyez ce que c'est qu'une densité énergétique? La différence entre la droite et la gauche, eh bien vous le voyez, c'est l'adjonction de légumes. C'est moins de matière grasse, moins de fromage, gras. Vous voyez, il y a 3 morceaux de fromage là, avec du pain. Eh bien, vous voyez que dans le premier cas, à gauche, vous aurez l'impression d'avoir bien mangé, beaucoup mangé.
Et dans le deuxième cas, alors que vous avez mangé le même apport énergétique, eh bien vous aurez souvent l'impression de n'avoir pas assez mangé. Et vous recommenceriez bien à manger. Alors j'ajouterais qu'en plus de cela, il faudrait manger lentement aussi. Parce que les gens qui mangent vite, qui se remplissent, ne se rendent même pas compte qu'ils ont mangé. C'est souvent le problème des personnes qui ont trop de poids. Mais j'espère que par ça, vous avez compris ce que c'est que cette fameuse densité énergétique. La densité nutritionnelle, c'est l'apport en microconstituants, micronutriments, et ça c'est inhérent aux fruits et légumes. C'est les seuls qui apportent vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et enfin, il faut savoir que c'est le programme national nutrition santé, il reprend là le nombre de fruits et légumes à chaque repas, mais bien manger et bien bouger, parce que l'activité physique c'est vraiment partie de la nutrition. Réduire les graisses solides, c'est un autre élément important. Les procédés culinaires sont importants également. Moi j'aime bien le micro-ondes par exemple, pour une raison très simple. Dans ma famille, on a l'habitude de prendre les restes. On ne jette pas les restes. Vous aussi, mangez les restes. Or, très souvent, les restes, pour pouvoir les consommer dans de bonnes conditions, autrefois, enfin, moi je voyais ce que faisait ma mère, elle faisait réchauffer ça dans une poêle avec du gras. Les patates, ça ne se réchauffe pas trop, les pâtes, ça se réchauffe avec du gras. L'avantage du micro-ondes, c'est que vous pouvez réchauffer sans gras. Il n'y a pas un problème avec le micro-ondes? Quel problème avec le micro-ondes? C'est cancérigène. C'est cancérigène. On chauffe dans des récipients en plastique. C'est le bisphénol. Peut-être une autre chose. Écoutez, d'une façon générale, il vaut mieux éviter de mettre du plastique au micro-ondes. Ah oui. Ça, je crois que c'est une première chose. Il faut mettre des récipients en verre. Il ne faut pas mettre de métal. Oui. Ça, c'est sûr. Et éviter de réchauffer notamment les plats cuisinés qui sont dans des barquettes. Il vaut mieux les transvaser dans une assiette ou dans un truc en verre. Une assiette en faïence. Mais le micro-ondes n'est pas cancérigène. Ça, c'est une légende qui colle à la peau. Je ne sais pas d'où ça vient, mais... J'ai lu par contre que ça fait perdre les aliments de leurs vitamines et oligo-éléments. Les micro-ondes? Oui. Non, pas plus que les autres aliments qui chauffent. Chaque fois que vous avez une cuisson rapide et importante, effectivement, ça craque une partie des vitamines, notamment hydrosolubles, mais c'est tout. Chaque fois que vous chauffez un aliment, vous lui faites perdre une partie de ses vitamines. De même que si vous laissez traîner des aliments à la lumière, par exemple, vous avez une déperdition en vitamines B et C. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'orange, ou la banane, vous voyez, parce qu'il y a une enveloppe qui empêche justement de perdre une enveloppe naturelle. L'orange, la vitamine C, parce qu'on les agrumes, c'est emballé dans une espèce de peau assez épaisse qui protège complètement, il n'y a pas de déperdition. La pomme, c'est pareil, alors la pomme, l'essentiel des vitamines se trouve effectivement vers la périphérie, mais la pomme, c'est aussi quelque chose qui protège. Et si vous enlevez la pelure, et si vous laissez la pomme à l'air, elle s'oxyde, ça c'est une chose, puis d'autre part, un certain nombre de ces vitamines vont être altérées. Mais ça, il ne faut pas se préoccuper de ça. Sur ça, on ne vit plus, on ne mange plus, on ne sait plus quoi faire. Ça, c'est l'orthorexie. Éviter les fritures. Alors, quand je dis éviter les fritures, ce n'est pas interdit, mais pas tous les jours. Réduire les sucres d'addition, ça absolument. Réduire les aliments transformés, et ça, c'est une notion relativement nouvelle. Je n'arrive pas à le faire. Limiter la viande, j'y arrive, c'est ce que je voulais vous dire, mais enfin, on en a parlé. Faites attention au sel. La palatabilité d'un aliment, ce n'est pas le sel, c'est l'arôme, c'est la saveur. Le sel, ça fait partie des choses, mais ce n'est pas ça qui doit donner son goût à l'aliment. Donc il faut vraiment consommer beaucoup moins de sel, mais je crois que le professeur Boudisseau vous en reparlera. Donc les repères, c'est 3 repas par jour. Avoir une activité physique régulière, marcher une demi-heure tous les jours. Alors je prends l'exemple de la marche, mais ça peut être autre chose. Marcher une demi-heure tous les jours d'un bon pas, et on peut marcher 3 fois 10 minutes. C'est pas forcément une demi-heure d'affilée. Et enfin, maintenir un poids stable. Je vais encore vous montrer quelque chose. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que la modernité ne favorise pas l'équilibre. Regardez ici, vous avez, c'est un schéma un peu difficile, ça c'est le régime méditerranéen tel qu'il était décrit en 1960, c'est en jaune.
Vous voyez, les céréales, il y a plus de céréales, plus de fruits et légumes, plus de légumes secs, plus de poissons. Il y a moins de viande, moins de produits laitiers dérivés, il y a moins de matières grasses et moins de sucre que en 1990. Dans la même région, vous avez... C'est le jeune qui est plus équilibré, a priori. C'est le jeune qui est plus équilibré, oui. Donc vous voyez que dans la même région, ça a été fait dans la même région, entre les mêmes personnes, enfin la même population. Vous voyez que en 30 ans après, en 1990, vous avez plus de viande, plus de lait dérivé, plus de matières grasses, plus de sucre. Vous avez presque autant de céréales, moins de fruits et légumes, moins de légumes secs et moins de poissons. Donc la modernité, d'ailleurs, Anselm Keyes, quand il avait fait son enquête en Crète, il leur a demandé mais à quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez comme alimentation? Et les Crétois, en 1960, souhaitaient une alimentation proche de celle des Américains. L'alimentation occidentale, que nous on appelle la westernisation, c'est-à-dire le western, McDo & Co., eh bien, tentait les Crétois, et les tentent toujours. Et quand vous allez en Grèce aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont faites par une dame que je connais, Mme Xenopoulos, c'est bien, quand vous regardez ces études, elles montrent qu'il y a une dérive alimentaire de plus en plus américanomorphe. Et c'est l'aspiration des jeunes. Quand vous demandez aux jeunes, mais vous avez là une richesse extraordinaire, vous vivez dans un endroit où on a une alimentation exemplaire, ils vous disent non, mais nous on ne veut plus de ça, nous on ne veut pas manger comme nos parents, on veut manger comme les Américains. C'est assez embêtant, et d'ailleurs chez vous c'est pareil, hein, les kids dans les banlieues, dans les villes, leur modèle c'est ça. Et enfin je terminerai par une autre notion qui est celle des aliments ultra transformés. Vous savez que récemment est parue une publication française d'ailleurs de Serge Herzberg qui montre que les gens qui consomment des aliments ultra transformés font plus de cancer que les autres. Alors cette notion d'ultra transformé est une notion un peu nouvelle et elle repose sur une classification qu'on appelle la classification NOVA, N-O-V-A, NOVA, nouvelle, ici. Et cette classification a été inventée par un Brésilien en 2009. Et maintenant, elle tend un peu à s'imposer. Alors, juste pour rendre attentif à ça, c'est que les aliments ultra transformés, c'est les sodas, les snacks, les crèmes, le chocolat, la confiserie, les pains emballés, les margarines, les pâtes à tartiner. On en parlait, la Nutella, je ne sais plus qui m'en parlait, mais... Voilà. Les pâtisseries, les gâteaux, les céréales de petit déjeuner, les bars... Alors, méfiez-vous, les céréales de petit déjeuner, c'est une escroquerie. Les céréales pour petit déjeuner pour les enfants, c'est une escroquerie, c'est gras et sucré, il y a peu de fibres. Les boissons au lait, les yaourts aux fruits, les desserts lactés, donc je vous passe la saucisse, etc. Les poissons reconstitués, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Et bien les gens qui sont de gros consommateurs, encore une fois, de ces aliments-là, font statistiquement plus de cancers, au sens général du terme, et notamment le cancer du sein et le cancer du côlon, que les gens qui n'en consomment pas. Alors à côté de ça, vous avez les aliments transformés. Par exemple, les aliments transformés, les aliments en conserve, les aliments fumés, les fruits secs, salés, sucrés, les fromages, le pain, la pâte d'amande, même les boissons comme la bière, le vin ou le cidre sont des aliments transformés. C'est-à-dire qu'il y a un process de fabrication qui n'ajoute rien, mais qui transforme les aliments natifs. Alors que dans tous les autres, les aliments ultra transformés, on ajoute des quantités d'additifs. Il n'y a plus d'amidon, il y a de l'amidon modifié. Vous voyez ? Il n'y a pas seulement du lait, mais il y a de la poudre de lait et la poudre de protéines diverses et variées. Ensuite, vous avez au-dessus les ingrédients culinaires transformés. Ah ben ça, c'est tout simplement les ingrédients qu'il faut pour faire la cuisine. Hein. Le sucre, le sel, les huiles, le beurre, les soupes, le vinaigre, les agents levants, la fécule de maïs, le miel, le sirop d'érable, etc. Ça, c'est des agents qui sont utiles à la transformation culinaire basique. Et au-dessus, vous avez les aliments frais, ou pratiquement pas transformés. C'est les fruits, qu'ils soient frais, pressés, réfrigérés, congelés, séchés, les feuilles, les racines des légumes, les céréales, les légumineuses, les tubercules, les viandes, le poisson frais, qu'est-ce qu'il y a encore? Les œufs, le lait pasteurisé, en poudre, les yaourts nature, les fruits de mer, le beurre,
beurre, le café, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les aliments frais. Donc, l'orientation, là c'est un peu trop tôt pour vous donner des recommandations précises, mais d'une façon générale, la tendance actuelle, c'est de dire éviter les aliments ultra transformés. Et alors, une bonne manière de voir s'ils sont ultra transformés, d'abord c'est le packaging, hein, c'est la présentation, l'emballage, et la deuxième, c'est de compter le nombre d'additifs. Ça, c'est une bonne manière, hein, puisque plus il y a d'additifs, plus ils sont transformés. Et actuellement, disons, il faut avoir une certaine... Non pas, il ne faut pas ne pas en acheter du tout, mais il faut avoir une certaine méfiance. Alors, je prends un exemple d'aliment ultra transformé, c'est les chips. Hein, vous avez l'aliment non transformé, c'est les pommes de terre. Ces pommes de terre, elles ne sont pas mangeables crues, donc il faut les cuire, et c'est tout à fait légitime. Ensuite, vous avez la friture. Ça, c'est déjà des aliments transformés, la friture. Et puis ensuite, les ultra transformés, c'est les chips. Alors les chips, par exemple, vous avez l'acrylamide, qui est un vrai problème et qui est cancérogène. Hein. Ok? Écoutez, voilà ce que je vais vous raconter pour aujourd'hui. Alors demain, on se retrouve à 8h30, si vous êtes d'accord, si vous me supportez encore. Et puis, on se retrouve dans une autre salle, je ne sais pas où elle est, mais elle ne sera pas ici, hein, parce qu'elle est occupée à la fois demain et après-demain, comme vous l'avez dit, les professeurs et je suis. Et puis, on parlera d'autre chose. Hein. D'accord. Merci. Comment? Normalement, ça